Tu vas entendre quelque chose aujourd'hui que la plupart des thérapeutes ne te diront jamais en consultation, pas parce qu'ils l'ignorent, mais parce qu'ils ont peur de la réaction que ça provoque. Et cette réaction, je la connais bien, je l'ai vue des centaines de fois dans mon cabinet, des femmes qui me regardaient avec ce mélange de soulagement et de colère propre à celui qui vient de comprendre qu'on lui a menti pas par malveillance, mais par confort collectif. Le secret, le voilà. Le magnétisme que tu cherches n'est pas quelque chose que tu acquiers. C'est quelque chose que tu arrêtes d'étouffer. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais démontrer aujourd'hui va démanteler un mythe romantique que ta culture, ton éducation, et peut être quelques relations bien intentionnées ont pris des années à construire en toi. Et si le démantelé te libère, et je crois profondément qu'il le fera, ce serait dommage de partir avant. Dis-moi en commentaire si un jour tu as eu l'impression que plus tu t'effaçais dans une relation, plus tu perdais quelque chose d'essentiel en toi. Juste quelques mots, je lis tout. Et si ce que je vais partager aujourd'hui résonne en toi, et sache que j'ai rassemblé l'ensemble de ce travail dans un e-book que j'appelle Foi brisée par design. Foi, tu trouveras le lien pour le télécharger dans la description ou dans le commentaire épinglé, juste en dessous. C'est là, tout de suite, si tu veux aller plus loin aujourd'hui même. Commençons par quelque chose de concret. Une patiente, appelons-la Nathalie, 52 ans, cadre supérieur dans une grande entreprise de services, 2 enfants adultes, divorcés depuis 4 ans. Nathalie est arrivée dans mon cabinet avec une question qui ressemblait à ceci. Pourquoi est-ce que je n'attire plus personne de bien? Elle avait formulé ça comme si elle était un produit défectueux, comme si quelque chose avait été mal fabriqué. J'aurais pu lui donner des conseils, lui parler de langage corporel, de confiance en soi affichée, de réseau de rencontres. Beaucoup de thérapeutes l'auraient fait. Ce n'est pas faux, c'est simplement à côté. Parce que la vraie question de Nathalie n'était pas comment attirer. La vraie question était qui suis-je quand je ne suis pas en train de m'adapter à quelqu'un d'autre? Et là, on touche au cœur de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le magnétisme, pas le magnétisme performé, pas celui qu'on apprend dans les livres de séduction des années 90, mais le vrai, celui qui fait qu'une personne entre dans une pièce et que quelque chose change imperceptiblement dans l'atmosphère. Ce magnétisme-là est une conséquence directe d'une présence intérieure. Et cette présence intérieure, on ne la construit pas, on la retrouve. Elle était là avant. Alors d'où vient cette conviction tenace que nous devons la mériter? C'est une question neurologique autant que psychologique. Le cerveau humain est câblé pour l'appartenance sociale, c'est une question de survie évolutive. Pendant des millénaires, être exclu du groupe signifiait mourir. Alors nous avons développé des mécanismes d'adaptation extraordinairement sophistiqués. Nous apprenons à lire ce que les autres veulent, à nous y conformer, à lisser nos angles, à éteindre ce qui dérange. Et voilà le problème, ces mécanismes, qui étaient des outils de survie, sont devenus pour beaucoup d'entre nous des prisons. La neuroplasticité, cette capacité magnifique du cerveau à se reconfigurer tout au long de la vie, nous offre une sortie. Mais avant de parler de sortie, il faut comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a 3 grandes blessures que j'observe systématiquement chez les femmes de 45 à 65 ans qui viennent me voir avec cette sensation de ne plus savoir qui elles sont. 3 blessures qui ont, chacune à leur façon, éteint progressivement quelque chose. Je ne vais pas les énumérer comme une liste de courses, je vais te raconter comment elles se manifestent parce que c'est là que tu te reconnaîtras. La première, c'est ce que j'appelle la blessure de l'amour conditionnel. Pas l'amour cruel souvent, au contraire, c'est l'amour le plus doux qui soit. Le parent qui t'aimait vraiment, mais qui t'aimait fois surtout, fois quand tu réussissais, quand tu étais sage, quand tu ne faisais pas de bruit avec ta douleur. Le conjoint qui t'a dit « je t'aime » et dont tu as appris au fil du temps que cette phrase avait des clauses contractuelles implicites.
Ce type d'amour apprend au système nerveux quelque chose de dévastateur. Il lui apprend que l'amour est une performance, que tu dois le gagner, que si tu relâches l'effort, il disparaît. Et alors, tu performes pendant des années, des décennies pour certaines, tu perfectionnes ta performance, tu deviens excellente à te rendre indispensable, à anticiper les besoins des autres, à dissoudre tes désirs dans les leurs. Et à un moment, souvent autour de la cinquantaine, quand les enfants partent, quand une relation se termine, quand une étape professionnelle se clôt, tu te retrouves seul avec toi-même et tu ne te reconnais pas. C'est précisément ce moment que je trouve le plus douloureux cliniquement. Pas parce qu'il n'y a pas d'issue, au contraire, c'est souvent le début d'une renaissance extraordinaire. Mais parce que la personne qui se regarde dans le miroir a parfois passé tellement d'années à exister foi pour foi les autres qu'elle a oublié comment exister foi avec foi elle-même. Nathalie m'a dit un jour quelque chose qui m'a frappé. Christophe, je suis doué pour tout, sauf pour moi. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête longuement. La deuxième blessure, c'est la blessure du sacrifice invisible. C'est celle que personne ne voit parce qu'elle ne ressemble pas à une blessure. Elle ressemble à de la générosité, à du dévouement, à de l'amour même. La femme qui a tout donné à sa famille et qui, le jour où elle exprime un besoin propre, entend parfois dans les yeux des autres, parfois dans sa propre tête, mais tu n'as pas à te plaindre, tu as tout. Cette phrase-là est l'une des plus efficaces pour paralyser une reconstruction intérieure. Parce que le sacrifice invisible crée une dette émotionnelle asymétrique. Tu as donné encore, tu as donné jusqu'à l'os, mais comme personne ne t'a demandé de donner autant, ou du moins pas explicitement, tu ne peux pas réclamer la contrepartie. Et donc tu restes dans ce paradoxe épuisant, à voir tout sacrifier sans avoir le droit de le reconnaître. Il y a un biais cognitif fascinant qui explique en partie ce mécanisme, le biais du sunk cost, le coût irrécupérable. En économie, il décrit la tendance humaine à continuer un investissement uniquement parce qu'on a déjà beaucoup investi, même quand l'investissement ne rapporte plus rien. En psychologie relationnelle, ce même biais te pousse à rester dans des patterns d'effacement parce que tu y as tellement mis que tu ne sais plus comment t'en extraire sans avoir l'impression de trahir ce que tu as construit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mécanique cérébrale et c'est réparable. La troisième blessure, et celle-là, elle me touche particulièrement comme clinicien, c'est la blessure de l'identité niée, non pas par violence, mais par érosion. Lente, douce, presque affectueuse. C'est la femme dont on a ri gentiment des passions jusqu'à ce qu'elle les abandonne, celle dont on a minimisé les ambitions pour son bien, celle à qui on a répété, avec toute la bienveillance du monde, qu'elle exagérait, qu'elle était trop sensible, qu'elle voyait des problèmes là où il n'y en avait pas. Le terme clinique pour ce phénomène est le gaslighting, mais je préfère parler d'érosion identitaire, parce que ça décrit plus précisément ce qui se passe. Ton identité, comme une côte sous l'action des vagues, se réduit graduellement, pas par effondrement soudain, par usure quotidienne. Et ce qui rend cette blessure particulièrement traître, c'est que la personne qui l'a subie finit souvent par croire que ce qui a été érodé n'existait pas vraiment, qu'elle n'était être pas si passionnée que ça, que ses ambitions étaient être démesurées, qu'elle était fois être trop sensible. Elle a intériorisé le récit de l'autre. Maintenant, voici la question qui change tout et c'est probablement la question la plus importante de cette heure et demie ensemble. Est-ce que le magnétisme dont nous parlions au début a quelque chose à voir avec ces trois blessures? La réponse est oui, profondément oui. Parce que le magnétisme réel, pas la séduction de façade, pas la performance d'assurance, est l'expression visible d'une cohérence intérieure. Et les trois blessures que je viens de décrire ont
tout en commun de créer une incohérence entre ce que tu ressens vraiment et ce que tu montres, entre ce que tu veux vraiment et ce que tu demandes, entre qui tu es vraiment et le personnage que tu as appris à jouer. Cette incohérence, les autres la sentent, pas consciemment, pas intellectuellement, mais le cerveau humain est un détecteur d'authenticité extraordinairement sophistiqué. Nous percevons la dissonance entre le corps et le langage, entre l'émotion exprimée et celle ressentie, avec une précision qui dépasse largement ce que nous pouvons articuler rationnellement. C'est pour ça que certaines personnes entrent dans une pièce et attirent immédiatement quelque chose. Pas parce qu'elles sont les plus belles, les plus intelligentes ou les plus drôles, mais parce qu'elles sont foi entière, parce qu'il n'y a pas d'écart entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles sont. Et c'est ça le secret. L'intégrité personnelle comme fondement du magnétisme. J'entends déjà l'objection et c'est une bonne objection, alors je vais l'anticiper. Christophe, c'est facile de dire sois toi-même. Mais comment tu fais ça concrètement quand tu as passé 20 ans à ne plus savoir qui tu es? C'est juste, et c'est pour ça que je ne vais pas te donner un discours de développement personnel, je vais te parler de processus, de mécanique, de ce qui se passe réellement dans le cerveau quand on commence à reconstruire une cohérence intérieure. Premier mécanisme, l'identification des croyances acquises versus les valeurs authentiques. Ce sont deux choses radicalement différentes et on les confond en permanence. Une croyance acquise, c'est quelque chose que tu as appris à penser de toi. Je suis trop exigeante, je suis trop émotive, je n'ai pas besoin de grand-chose. Le bonheur, c'est quand les autres vont bien. Ces phrases, tu les reconnais peu. Être. Elles ont la texture d'une évidence. Elles semblent faire partie de toi. Mais elles ne viennent pas de toi, elles viennent de quelqu'un d'autre, à un moment de ta vie où tu étais suffisamment vulnérable pour les intégrer comme des vérités. Une valeur authentique, c'est différent. C'est ce qui reste quand tu enlèves tout ce qu'on t'a dit d'être. C'est ce qui se manifeste dans tes indignations spontanées, dans tes joies immédiates, dans ce qui te met en colère quand tu n'as pas le temps de te censurer. La colère est souvent le meilleur indicateur des valeurs profondes, pas la colère gérée, la colère réflexe, celle qui jaillit avant que tu puisses la contrôler. Il y a un exercice que je donne régulièrement en thérapie cognitivo-comportementale, une variation d'une technique développée par Aaron Beck, le père de la TCC, et qui consiste à faire une chose très simple, noter pendant une semaine tous les moments où tu te surprends à penser à ta place, tous les moments où tu te surprends à anticiper ce que quelqu'un va penser de toi avant même d'avoir agi. Tous les moments où tu censures une réaction, un mot, un désir, parce que tu as prévu la désapprobation de l'autre, c'est un exercice d'observation pure, pas de jugement. Tu n'essaies pas de changer quoi que ce soit. Tu regardes. Et au bout d'une semaine, ce que tu vois est souvent stupéfiant, parce que tu réalises à quel point une partie de ton énergie mentale quotidienne est dépensée à gérer le regard imaginaire des autres, imaginaire, pas réel. Le regard que tu anticipes est une construction de ton esprit, nourrie par les expériences passées, pas nécessairement par la réalité présente. C'est là que la neuroplasticité entre en jeu de façon concrète. Chaque fois que tu identifies une pensée automatique, si je dis ça, il va penser que je suis égoïste et que tu choisis de la questionner plutôt que de lui obéir. Tu crées une nouvelle connexion neuronale. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais de façon cumulable, réelle, mesurable. Le cerveau change. C'est sa nature. Et cette capacité de changement ne disparaît pas à 50 ans. Contrairement à ce qu'on entend parfois, et j'insiste là-dessus parce que c'est un mythe particulièrement dommageable, les études en neurosciences cognitives montrent clairement que la plasticité cérébrale persiste tout au long de la vie. Elle est simplement différente, souvent plus lente, mais aussi potentiellement plus stable. Revenons à Nathalie, parce que son histoire a une suite qui illustre quelque chose d'important. Lors de notre 3e séance, je lui ai posé une question apparemment simple. Quel était ton désir le plus fort à 20 ans?
pas ton projet de vie, pas ton ambition professionnelle, ton désir, ce truc irrationnel, incandescent, qui te tirait dans une direction. Elle a réfléchi très longtemps, et puis elle a dit voyager seule, pas pour fuir, pour voir. J'ai toujours voulu comprendre comment les gens vivent ailleurs. Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle avait arrêté de voyager seule. La réponse est venue immédiatement. Quand j'ai rencontré mon ex-mari, il n'aimait pas les voyages. Et puis les enfants. Et puis, je ne sais plus. Ce je ne sais plus est une des phrases les plus importantes qu'un patient puisse dire. Parce qu'il marque exactement le point où la blessure d'identité s'est produite non pas dans un moment dramatique, mais dans la dissolution progressive d'un désir sous la pression de la logistique, de la complaisance et du temps. 3 mois après cette séance, Nathalie est partie 10 jours en Corée du Sud, seule, pour la première fois depuis 26 ans. Elle m'a écrit depuis Séoul, pas pour me raconter des temples ou de la gastronomie, pour me dire je me suis rappelé comment j'ai envie d'être dans le monde. C'est ça la reconstruction. C'est pas un grand discours sur l'amour-propre, c'est retrouver dans un geste concret l'écho de qui tu es. Voici quelque chose que la recherche en psychologie de l'attachement, les travaux de Mary Ainsworth et plus récemment ceux de Sue Johnson sur la thérapie centrée sur les émotions nous dit avec une clarté remarquable l'attachement sécure n'est pas l'absence de besoin des autres. C'est la capacité à avoir besoin des autres, fois sans fois avoir peur de les perdre si tu n'es pas parfaite. Cette distinction est fondamentale parce qu'elle démantèle l'un des mythes romantiques les plus répandus dans notre culture, l'idée que l'amour fort est l'amour qui souffre. L'idée que si ça ne fait pas mal, c'est que c'est pas vraiment de l'amour. L'idée que une relation saine, c'est peut être une relation tiède. C'est faux. Cliniquement, empiriquement, statistiquement faux. Les couples avec un attachement sécure, ceux où les deux individus ont confiance dans la permanence du lien, indépendamment de leur performance quotidienne, ne vivent pas moins d'intensité. Ils vivent moins d'anxiété. Ce n'est pas la même chose. L'intensité dans un attachement sécure ressemble à de la profondeur. L'intensité dans un attachement anxieux ressemble à du bruit. Et l'amour rationnel, ce concept que j'utilise dans mon travail et qui fait parfois grincer des dents, ceux qui confondent rationalité et froideur, l'amour rationnel n'est pas l'amour diminué, c'est l'amour qui a été purifié de la peur. À ce stade, j'imagine que tu peux être en train de te demander, mais concrètement, comment est-ce que je passe de là où j'en suis à cette cohérence intérieure dont tu parles ? La bonne nouvelle, et je le dis avec toute la sincérité clinique dont je suis capable, c'est qu'il n'y a pas de grands sauts, il n'y a que des petits gestes répétés. Et ces gestes, je veux en parler maintenant avec précision. Le premier geste, c'est ce que j'appelle la réclamation du désaccord, pas la confrontation agressive, le désaccord tranquille. La capacité à dire je ne suis pas d'accord sans s'excuser d'exister, sans préparer une argumentation de 5 paragraphes pour justifier ton droit à avoir une opinion différente. C'est une compétence, pas une disposition naturelle. Et comme toute compétence, elle s'apprend par la pratique, non par la résolution. Beaucoup de femmes qui viennent me voir ont une relation complexe avec le désaccord parce qu'elles ont appris très tôt que le désaccord coûtait quelque chose. Ça coûtait l'approbation, la chaleur, parfois la paix dans la maison. Alors elles ont développé une agilité formidable à reformuler leurs désaccords en question, à dissoudre leurs objections dans des « oui, mais tu as raison », sauf que, qui ne mène nulle part. Le problème, c'est que chaque désaccord non dit est une petite trahison de soi, et ces petites trahisons,
s'accumulent. Sur des années, elles forment une distance intérieure, cette sensation de ne plus très bien savoir ce qu'on pense vraiment, parce qu'on a pris l'habitude de ne jamais le dire complètement. Il y a une étude que j'aime beaucoup citer, une étude conduite à l'Université de Californie par Brené Brown avant qu'elle ne devienne une star de TED Talks, qui a examiné les personnes qui se décrivaient comme résilientes après des ruptures ou des transitions difficiles. Ce qu'elle a découvert ne correspond pas à l'image de la résilience que la culture populaire véhicule. Les personnes résilientes n'étaient pas celles qui rebondissaient vite. Elles n'étaient pas celles qui passaient à autre chose avec efficacité. Elles étaient celles qui avaient la capacité de rester avec la douleur suffisamment longtemps pour la comprendre et qui pouvaient parler de leur vulnérabilité sans en avoir honte. La vulnérabilité comme force, pas comme faiblesse. C'est contre-intuitif dans une culture qui glorifie la carapace, le je gère, la femme forte qui n'a besoin de personne. Mais c'est profondément juste. Parce que la carapace ne protège pas, elle isole. Et l'isolement affaiblit exactement les connexions neuronales dont on a besoin pour se reconstruire. Dis-moi en commentaire si tu as déjà senti cette pression d'être la femme forte, celle qui n'a pas le droit de craquer. Je veux savoir si tu te reconnais dans ça. Parlons maintenant de quelque chose dont on parle très peu dans les espaces publics, les relations de l'après. Après le divorce, après la fin d'une longue histoire, après les enfants qui partent, après 50 ans, il y a un mensonge culturel qui circule librement et qui dit que la capacité d'amour décroît avec l'âge, que les blessures s'accumulent et qu'après un certain nombre de déceptions, quelque chose de fondamental dans la mécanique affective se ferme. Je vais être direct, c'est faux. Et c'est même, dans beaucoup de cas, exactement l'inverse. Ce qui change avec l'âge et l'expérience, quand on fait ce travail intérieur dont nous parlons, c'est la clarté. On sait mieux ce qu'on veut, on reconnaît plus vite ce qui ne fonctionne pas. On a moins de patience pour les jeux, moins de tolérance pour l'ambiguïté chronique, moins de tendance à s'inventer des histoires sur le potentiel des gens plutôt que de regarder leur réalité. Ce n'est pas de la fermeture, c'est du discernement, et le discernement, contrairement à la méfiance, n'empêche pas l'amour, il le rend plus précis. Une patiente, appelons-la Irène, 61 ans, ancienne médecin, récemment remariée, m'a dit quelque chose de magnifique lors de notre dernière séance. À 20 ans, j'aimais avec tout ce que j'avais, mais je ne savais pas ce que j'avais. À 60 ans, je sais exactement ce que je donne, et ça change tout à la façon dont je le donne. Il y a une sagesse pratique là, dedans, que j'aurais aimé avoir à 30 ans. Voici un point sur lequel je dois être honnête avec toi. Parce que l'honnêteté est la seule chose que je ne me permets pas de sacrifier à la fluidité du discours. Ce travail intérieur dont je parle, cette reconstruction de la cohérence, cette réclamation de l'identité, ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas tu lis un livre, tu écoutes une vidéo, tu médites 2 semaines et hop, tu es réassemblé. Il y a des rechutes, des moments où le vieux pattern revient avec une vigueur déconcertante. Des semaines où tu te réveilles avec cette familière sensation de ne pas suffire et où tout le travail des mois précédents semble s'être évaporé. C'est normal, c'est pas un signe d'échec, c'est une caractéristique du changement neurologique. Le cerveau ne change pas en ligne droite, il change en spirale. Tu reviens au même lieu, au même déclencheur, aux mêmes peurs, mais à chaque retour, tu les traverses depuis un niveau légèrement différent. Tu les reconnais plus vite, tu restes moins longtemps à l'intérieur. La spirale monte, même si parfois elle donne l'impression de tourner en rond. Ce que j'observe chez mes patients qui réussissent le mieux cette reconstruction, et je dis réussissent le mieux sans naïveté, parce qu'il n'y a pas de fin parfaite à ce travail, c'est leur capacité à maintenir ce que j'appelle une bienveillance opérationnelle envers eux-mêmes. Pas de l'indulgence molle, de la bienveillance active. Je suis retombé dans ce pattern. Qu'est-ce que ça m'apprend cette fois-ci?
Parlons de dopamine. Parce que c'est impossible de comprendre les patterns affectifs sans comprendre ce qui se passe dans le circuit de la récompense. La dopamine n'est pas le neurotransmetteur du bonheur, c'est celui de l'anticipation. Elle est sécrétée non pas quand tu obtiens ce que tu veux, mais quand ton cerveau croit que tu pourrais l'obtenir. C'est pour ça que les relations marquées par l'incertitude, est-ce qu'il va appeler, est-ce qu'elle m'aime vraiment, est-ce qu'il va rester, sont neurologiquement addictives. L'incertitude crée un cycle de dopamine qui ressemble à s'y méprendre à de la passion. Et beaucoup de femmes qui ont grandi dans des environnements où l'amour était conditionnel, première blessure dont nous parlions, ont leur circuit dopaminergique calibré pour l'incertitude. Ce qui signifie que la sécurité affective au début peut sembler ennuyeuse, pas parce qu'elle l'est, mais parce que leur cerveau n'est pas encore habitué à recevoir de la récompense sans l'anxiété qui précède. C'est l'une des raisons pour lesquelles ne collectionne pas les amours toxiques est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas une question de mauvais goût ou de manque d'intelligence. C'est une question de calibration neurologique. Et cette calibration se modifie lentement avec de la répétition, avec des expériences relationnelles différentes qui créent de nouvelles références pour le système nerveux. Ce que tu ressens en ce moment peut être cette reconnaissance dans ces mots, peut être cette fatigue d'avoir porté tout ça seul, peut être ce mélange étrange de soulagement et de tristesse à l'idée que tout cela était si évitable. C'est exactement pour ça que j'ai créé Brisé par Design. C'est un e-book que tu peux télécharger dès aujourd'hui. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé juste en dessous. Pas pour te donner des réponses toutes faites sur ta vie, mais pour t'accompagner semaine après semaine, là où tu en es, avec des exercices concrets issus de la pratique clinique, des vérités que personne ne t'apeut, être encore dites aussi directement, et une structure qui respecte le fait que ce travail prend du temps et que ce temps doit être tenu avec douceur. Si ce que nous explorons ensemble aujourd'hui t'a touché à un endroit réel, cet e-book continue ce chemin avec toi. Je voudrais maintenant introduire un concept qui est au cœur de tout ce que je fais en thérapie et que je n'entends pas assez souvent dans les espaces consacrés au développement personnel. La différence entre se détacher et se désintéresser. Se détacher n'est pas se désintéresser, c'est une phrase que je répète régulièrement à mes patients parce qu'il y a une confusion culturelle profonde autour de la notion de détachement. On a fini par associer le détachement émotionnel à une forme d'insensibilité, voire d'égoïsme. Et du coup, des femmes qui ont appris à ne se mettre en avant que lorsqu'elles s'effacent croient que si elles commencent à poser des limites, à exprimer leurs besoins, à dire non, elles trahissent leur nature profonde, elles deviennent froides, elles deviennent difficiles. Le détachement sain, ce que les bouddhistes appellent l'équanimité et ce que nous appelons en TCC la régulation émotionnelle, n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à ressentir pleinement une émotion sans être gouverné par elle. C'est la différence entre être traversé par la colère et être emporté par elle, entre ressentir la peur et la laisser décider à ta place. Cette capacité, elle, se développe et elle change tout à la qualité de tes relations. Parce qu'une femme qui peut ressentir profondément sans être submergée est une femme avec qui il est possible d'aller loin, pas parce qu'elle est moins émotive, mais parce qu'elle est plus stable. Et la stabilité n'est pas la platitude, la stabilité est le socle sur lequel quelque chose de durable peut se construire. Il y a un exercice pratique que je veux te donner maintenant, un exercice cognitif que j'appelle le tri du bagage. Tu peux le faire ce soir avec un stylo et du papier, ou dans ta tête si tu préfères. Imagine que tu prépares un voyage important, un voyage que tu vas faire seul et pour longtemps. Tu as une valise de taille raisonnable, pas illimitée. Qu'est-ce que tu emportes
de ta version actuelle, tes forces, tes capacités, les choses que tu sais faire avec une fluidité naturelle. Qu'est-ce que tu laisses sur le quai? Les croyances acquises dont nous parlions, les rôles qui ne t'appartiennent pas vraiment, les exigences que tu t'es imposées et qui viennent d'une voie qui n'est pas la tienne, et qu'est-ce que tu vas chercher en route, ce que tu n'as pas encore, mais dont tu sais quelque part au fond que ça t'appartient. Ce n'est pas un exercice abstrait, c'est une façon de commencer à nommer, et nommer est toujours le premier acte de reprise de pouvoir. Tant que quelque chose n'a pas de nom, il est difficile de le tenir, de le questionner, de le transformer. Revenons un moment à quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, le magnétisme comme conséquence de la cohérence intérieure. J'aimerais approfondir ça parce que je crois qu'il y a un malentendu courant sur ce que signifie être cohérente. On confond souvent cohérence et rigidité, comme si être cohérente avec soi-même signifiait être imperméable aux autres, immuable dans ses positions, fermé à la remise en question. C'est pas ça. La cohérence n'est pas la carapace. La cohérence, c'est avoir un fil conducteur qui ne casse pas quand tu t'adaptes, qui ne disparaît pas quand tu changes d'avis, qui résiste aux pressions extérieures, non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il est ancré. Une personne cohérente avec elle-même peut changer d'opinion, elle le fait à partir d'une réflexion interne, pas d'une pression externe. Elle peut s'adapter à l'autre, elle le fait à partir d'un choix, pas d'une peur. Elle peut se montrer vulnérable, elle le fait à partir d'une confiance, pas d'un besoin de validation. Et ça, les autres le sentent. Comme je le disais au début, je voudrais parler maintenant d'une phase spécifique que traversent beaucoup de femmes dans leur quarantaine ou cinquantaine avancée, une phase que j'ai entendue décrite de dizaines de façons différentes dans mon cabinet, mais qui revient toujours au même endroit, le sentiment d'invisibilité. Pas l'invisibilité au sens pratique, même si elle a une dimension très réelle, culturellement et socialement, mais l'invisibilité intérieure. Cette sensation d'avoir cessé d'exister dans le regard des autres comme une personne entière, désirante, complexe, d'être réduite à un rôle mère, ancienne épouse, professionnelle accomplie, qui ne capture qu'une fraction de ce qu'on est. Cette invisibilité est douloureuse, je ne vais pas la minimiser, et je ne vais pas non plus te proposer de l'accepter avec grâce ou de trouver la beauté de cette étape. Ce type de spiritualité de confort m'irrite profondément parce qu'elle bypasse la douleur. Au lieu de la traverser, ce que je vais te proposer, c'est de distinguer deux types d'invisibilité. La première, c'est l'invisibilité imposée, celle qui vient du regard des autres, de la culture, de l'agisme ordinaire, qui affecte les femmes d'une façon particulièrement injuste et visible. Cette invisibilité est réelle, elle est injuste, et la résistance à ce regard-là est légitime. La seconde, c'est l'invisibilité consentie, celle que tu t'infliges en continuant à réduire ta présence, à baisser le volume de ta voix, à occuper moins d'espace que tu n'en as le droit, par habitude, par protection préventive, par refus anticipé de prendre de la place. Cette seconde invisibilité, tu as du pouvoir sur elle. Pas totalement, pas immédiatement, pas sans inconfort, mais tu en as. Une idée qui me semble essentielle dans ce contexte et qui vient directement de la psychologie existentielle, de Viktor Frankl notamment, c'est la notion de sens comme carburant de la reconstruction. Frankl a observé, dans les conditions les plus extrêmes qui soient, que ce qui permettait à certaines personnes de survivre psychologiquement n'était pas l'absence de souffrance, mais la capacité à donner un sens à cette souffrance, pas à la justifier, pas à la minimiser, à lui donner une direction. Cette observation a des implications pratiques énormes pour ce dont nous parlons, parce que la reconstruction après une période d'effacement ou de dissolution identitaire n'est pas seulement une question de guérison, elle est aussi une question de narration. Comment est-ce que tu racontes ce que tu as traversé? Pas aux autres nécessairement à toi,
Il y a une version de l'histoire qui dit j'ai perdu 20 ans à m'effacer. Il y a une autre version qui dit j'ai appris pendant 20 ans ce que je ne veux plus. Et cette connaissance a une valeur. Les deux versions peuvent être vraies simultanément, mais une seule te donne de l'énergie. C'est pas du positivisme naïf, c'est de la gestion narrative. Et la narration que tu choisis pour ton histoire façonne directement la direction vers laquelle tu te tournes. Voici quelque chose que j'observe régulièrement et qui mérite d'être nommé clairement. Beaucoup de femmes qui commencent ce travail de reconstruction ont peur d'une chose spécifique. Non pas la douleur du processus, non pas le temps que ça prend, mais la peur d'être méconnaissable à l'arrivée. Et si je change tellement que les gens qui m'aiment ne me reconnaissent plus, c'est une peur légitime et elle cache quelque chose d'important. Une croyance implicite que ceux qui t'aiment pour ta conformité, pour ta douceur adaptée, pour le service que tu rends plutôt que pour qui tu es. Si cette croyance est vraie et si les personnes de ton entourage t'aiment principalement pour ce que tu fais plutôt que pour ce que tu es, alors c'est pas ta reconstruction qui pose un problème, c'est la qualité de ces liens. Et si cette croyance est fausse, si les personnes qui t'entourent t'aiment pour quelque chose de plus profond, alors ta reconstruction ne les perdra pas. Au contraire, parce que les personnes qui aiment vraiment accueillent l'expansion de l'autre avec joie, pas avec méfiance. La vraie question n'est donc pas est-ce que je vais changer ? La vraie question est est-ce que je fais confiance au lien que j'ai ? Un autre patient, appelons-le Jacques, mais je le mentionne parce que les hommes de cet âge traversent des processus similaires, bien qu'il les nomme différemment, est venu me voir à 58 ans après une rupture dévastatrice. Il avait été quitté par une femme qu'il décrivait comme la seule qu'il ait jamais vraiment vue. Ce qui m'a frappé dans son récit, c'est qu'il ne décrivait pas une rupture amoureuse. Il décrivait la perte d'un miroir. Cette femme lui avait reflété une image de lui-même qu'il n'avait jamais vue nulle part ailleurs. Et quand elle était partie, il avait l'impression de perdre non seulement la relation, mais l'accès à cette version de lui-même. La dépendance au miroir de l'autre. C'est une des formes les plus subtiles et les plus répandues de la dépendance affective. Et elle touche les hommes comme les femmes, les personnes sensibles et intelligentes comme les autres, parfois même plus, parce qu'elles ont une capacité particulière à se voir dans le regard des gens qu'elles aiment. Le travail thérapeutique, dans ce cas, ne consiste pas à le détacher de cette femme. Il consiste à l'aider à construire un accès à cette version de lui-même qui ne passe pas obligatoirement par le regard d'un autre. Un accès direct, interne, qui ne peut pas être retiré par une décision extérieure. C'est ça l'autonomie affective. Non pas ne plus avoir besoin des autres, mais ne pas dépendre d'un seul autre pour savoir qu'on existe. Il y a un mythe romantique particulièrement tenace que je veux démanteler avant qu'on entre dans la dernière partie de cette conversation. C'est le mythe de la moitié manquante. L'idée que chaque être humain est incomplet et que la romance consiste à trouver la pièce manquante. Cette idée, qui vient de Platon, mais qui a été ridiculement romantisée par Hollywood et les romans de gare, crée une prédisposition psychologique dangereuse. Elle te prépare à chercher quelqu'un qui te complète plutôt que quelqu'un avec qui tu peux aller plus loin. La différence est énorme. Quelqu'un qui te complète comble tes vides. Quelqu'un avec qui tu peux aller plus loin amplifie ce que tu es déjà. Dans le premier cas, tu es vulnérable à quiconque comble stratégiquement tes manques et les personnes peu scrupuleuses sont très douées pour identifier et occuper ces espaces. Dans le second cas, tu arrives dans une relation avec quelque chose, pas tout, jamais tout, mais quelque chose et la relation construit sur ce quelque chose. C'est pour ça que le travail dont nous parlons est un préalable à toute relation durable. Non pas parce que tu dois être parfaite, équilibrée, guérie avant d'aimer, mais parce que plus tu sais qui tu es,
moins tu risques de chercher quelqu'un qui définisse qui tu es. Voici un terrain que je veux défricher soigneusement, parce qu'il est souvent mal compris, la relation entre les biais cognitifs et les patterns affectifs. Un biais cognitif, dans le sens strict de la psychologie cognitive, est une déviation systématique dans le traitement de l'information, pas un défaut de caractère, une architecture mentale. Ton cerveau, pour fonctionner efficacement, prend des raccourcis. Ces raccourcis sont généralement utiles. Parfois, dans certains contextes émotionnels, ils se retournent contre toi. Prenons le biais de confirmation, l'un des plus puissants et des plus difficiles à déconstruire. Il consiste à accorder plus de poids aux informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Dans une relation, si tu crois profondément souvent de façon inconsciente que tu n'es pas vraiment digne d'être aimé sans condition, tu vas inconsciemment collecter les preuves de cette conviction. Un message qui tarde à arriver devient une preuve d'indifférence. Un moment de distance devient une annonce de rejet. Une critique devient une confirmation que tu n'es pas assez bien. Et tu vas ignorer non pas par mauvaise foi, mais par mécanique cérébrale les preuves contraires, les messages chaleureux, les gestes d'attention, les moments de vraie présence de l'autre. Ce biais est particulièrement destructeur parce qu'il crée une réalité relationnelle subjective qui peut être radicalement différente de la réalité objective. Et dans cet écart, beaucoup de relations qui auraient pu fonctionner se dégradent. La thérapie cognitive travaille précisément sur cet écart. Elle ne te dit pas « pense positif ». Elle te dit « regarde toutes les données, pas seulement celles qui confirment ta peur ». Il existe un autre biais, particulièrement courant dans les histoires d'attachement anxieux, le biais de catastrophisation. C'est la tendance à sauter directement dans l'interprétation d'un événement au scénario le plus dramatique possible. Il n'a pas répondu devient « il me rejette », devient « je vais me retrouver », seul devient « je ne mérite pas d'être aimé ». En thérapie comportementale, on appelle ça une cascade de pensées automatiques. Et la technique pour l'interrompre n'est pas de nier la pensée, c'est de l'examiner. De lui poser des questions simples, est-ce la seule explication possible, est-ce l'explication la plus probable? Qu'est-ce que je ferais comme hypothèse si cette pensée n'existait pas? Ces questions ne suppriment pas la pensée. Elles créent un espace entre la pensée et l'action. Et cet espace aussi mince soit-il, au début est l'endroit où le changement se produit. J'ai un outil que je recommande régulièrement, tenir un journal des pensées automatiques pendant 2 semaines. Pas un journal intime au sens classique, un journal de chasse. Chaque fois qu'une pensée négative surgit à propos de toi-même dans un contexte relationnel, tu la notes, juste ça. La pensée, le contexte, le degré d'intensité de 0 à 10. Au bout de 2 semaines, tu as une cartographie, tu vois les patterns, tu vois dans quel contexte précis tes pensées automatiques se déclenchent, tu vois les mots qui reviennent, et cette cartographie, je l'ai vue des dizaines de fois, est souvent la première chose qui crée un sentiment d'agentivité. Non pas parce que tu as changé quoi que ce soit, mais parce que tu as commencé à voir le mécanisme de l'extérieur plutôt que d'en être simplement le jouet. Parlons maintenant de la notion de présence physique, mentale, émotionnelle, parce qu'elle est directement liée à ce magnétisme dont nous avons commencé à parler et sur lequel je veux revenir pour que nous finissions sur quelque chose de concret et d'actionnable. La présence n'est pas une performance, c'est un état. Et cet état, contrairement à ce que suggère une certaine culture du mindfulness devenue tendance, ne se produit pas principalement en méditant assis sur un coussin. Il se produit dans le quotidien, dans les interactions ordinaires, dans la façon dont tu es dans une conversation. Voici ce que j'observe chez les personnes que j'appellerais présentes de façon naturelle. Elles écoutent en étant vraiment là, non pas en attendant leur tour de parler. Elles répondent à partir de ce qu'elles ont entendu, non pas à partir de ce qu'elles avaient préparé. Elles laissent les conversations les surprendre. Elles n'ont pas peur du silence. Elles peuvent dire «
je ne sais pas, sans que ça ressemble à un échec. Ces comportements ne sont pas innés, ils sont le résultat d'une sécurité intérieure suffisante pour ne pas avoir à contrôler l'image qu'on donne en permanence. Et cette sécurité, encore une fois, se construit progressivement par des choix répétés en faveur de l'authenticité. Il y a une métaphore que j'utilise souvent et qui me semble particulièrement juste pour décrire ce processus. Imagine une bougie dans une pièce sombre. La bougie ne fait pas la lumière, elle la rayonne naturellement parce qu'elle est. Elle n'essaie pas d'éclairer la pièce. Elle brûle simplement, et la lumière est la conséquence naturelle de ce brûlement. Ton magnétisme fonctionne de la même façon. Quand tu es en cohérence avec toi-même, quand tu brûles selon ta propre nature, sans étouffer ta flamme pour ne pas déranger, il rayonne naturellement. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu dois simplement arrêter de l'empêcher. C'est une distinction que je n'ai pas inventée, mais que je porte depuis des années dans ma pratique, parce qu'elle libère les gens d'une pression supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose à ne plus bloquer. Voici le moment de vérité pratique. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de tout ce que nous avons exploré ensemble, ce serait celle-ci. Le chemin vers le magnétisme ne passe pas par devenir plus, il passe par être moins filtré. Moins filtré par la peur du rejet, moins filtré par les attentes des autres, moins filtré par les croyances acquises sur ce que tu dois être pour mériter d'être aimé. Et ce moins, cette soustraction, est paradoxalement l'acte le plus courageux qui soit, parce qu'il expose, parce qu'il est visible, parce que il ne peut pas se défendre avec une argumentation, il doit juste exister. Je connais des dizaines de femmes qui ont fait ce chemin, des femmes qui sont arrivées dans mon cabinet avec l'impression d'être invisibles et qui en sont sorties avec quelque chose dans les yeux que leurs proches décrivaient comme une lumière. Pas parce qu'elles avaient tout réglé, pas parce qu'elles n'avaient plus de douleur, mais parce qu'elles s'étaient réapproprié le droit de prendre de la place dans leur propre vie. Ce qui m'amène à une question que je veux poser directement, parce que j'ai passé 1 heure à parler de psychologie, de neurosciences, de thérapie, et je ne veux pas que ça reste abstrait. Qu'est-ce que ça t'a coûté jusqu'ici de ne pas prendre cette place? Pas en termes de grandes opportunités, manquer ça, on le voit dans les grands tournants. En termes de quotidien, qu'est-ce que ça t'a coûté dans les petits moments? La décision de ne pas exprimer ton désaccord parce que ça aurait créé une tension. Le projet que tu as mis de côté parce que c'était pas le bon moment. La personne que tu n'as pas recontactée parce que tu avais peur qu'elle ne réponde pas. Ces petits coups sont invisibles dans l'instant. Cumulés sur des années, ils représentent une vie partielle. Et une vie partielle n'est pas sans valeur, mais elle est moins pleine, moins toi. Je veux aborder un dernier territoire avant de conclure, parce qu'il est probablement le plus délicat et le plus important, la question des nouvelles relations après une période longue de blessure ou de dissolution. Beaucoup de femmes qui ont traversé ce processus de reconstruction se retrouvent à un moment à devoir naviguer dans de nouvelles relations amicales, amoureuses, professionnelles, avec une ambivalence particulière. D'un côté, un désir profond de connexion, de l'autre, une prudence qui ressemble parfois à de la fermeture. Ce que j'observe cliniquement et ce que les recherches sur le réapprentissage émotionnel confirment, c'est que cette ambivalence n'est pas un problème à résoudre. C'est une réponse sage du système nerveux qui a appris à protéger quelque chose de précieux. La question n'est pas comment est-ce que j'arrête d'avoir peur. La question est comment est-ce que j'avance avec la peur plutôt que malgré elle. Avancer foi avec foi la peur signifie l'inclure dans ta navigation, la reconnaître. Dire à toi-même et parfois à l'autre « j'ai peur de ça », non pas comme une excuse pour ne pas avancer,
mais comme une information honnête sur où tu en es. Cette honnêteté, cette vulnérabilité nommée est précisément l'une des choses les plus magnétiques qui existent dans l'interaction humaine. Non pas parce qu'elle crée de la sympathie, mais parce qu'elle crée de l'espace pour une vraie rencontre. Quand tu te montres tel que tu es avec tes prudences, tes cicatrices, tes zones encore sensibles, tu invites l'autre à en faire autant, et les relations qui naissent de cette invitation sont d'une qualité fondamentalement différente de celles qui naissent de deux performances bien gérées. Il me reste un territoire important à couvrir avant de conclure, et je veux le couvrir avec soin, la question des limites. Pas les limites au sens défensif du terme, pas les frontières derrière lesquelles on se barricade. Les limites au sens constructif, les délimitations qui définissent où tu finis et où l'autre commence. Beaucoup de femmes qui viennent me voir ont une relation ambivalente avec les limites. Soit elles n'en ont pas, ou très peu, et l'érosion identitaire en est souvent la conséquence directe. Soit elles en ont construit de tellement rigides après avoir été blessées que personne ne peut plus entrer. Les deux extrêmes sont problématiques et ils sont souvent les deux faces d'une même pièce. L'absence de limite précoce qui produit l'hyper-contrôle tardif. Une limite saine n'est pas une punition imposée à l'autre, ce n'est pas non plus une déclaration de guerre, c'est une information sur soi. Je ne fonctionne pas bien quand j'ai besoin que cette façon de faire m'affecte parce que la formulation des limites saines utilise presque toujours le je, non pas parce que c'est une règle de politesse, mais parce que ça dit la vérité sur leur fonction. Une limite saine parle de moi, pas de toi. Elle ne demande pas à l'autre de changer pour que je me sente bien. Elle informe l'autre sur ce dont j'ai besoin pour rester dans la relation de façon authentique. Cette nuance peut sembler subtile. Elle change tout. Tu es toujours en retard et c'est irrespectueux, c'est une accusation. Quand les retards sont répétés, ça m'affecte parce que j'interprète ça comme un manque de considération pour mon temps et ça érode quelque chose pour moi dans notre relation. C'est une limite. L'une pousse l'autre dans une position défensive, l'autre ouvre une conversation. J'ai développé avec plusieurs de mes patients une pratique que j'appelle la communication non défensive. Elle repose sur un principe simple, avant de parler d'un problème relationnel, identifier ce que tu ressens vraiment, quelle est la peur ou le besoin sous-jacent à ce ressenti et ce que tu demandes concrètement. Ces trois étapes, émotion, besoin, demande transforme radicalement la qualité de la communication. Non pas parce qu'elles garantissent que l'autre va répondre positivement, mais parce qu'elles te garantissent que tu as été honnête sur ce qui se passe réellement en toi. Et cette honnêteté, encore une fois, est au cœur de ce dont nous parlons depuis le début, parce qu'une femme capable de nommer ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin et ce qu'elle demande sans drama, sans ultimatum, avec la clarté de quelqu'un qui se respecte suffisamment pour se dire est une femme avec une présence réelle, une présence qui ne demande pas la permission d'exister. C'est ça aussi, le magnétisme. Pas l'éclat de quelqu'un qui cherche à être vu, le poids tranquille de quelqu'un qui sait qu'il a le droit d'être là. Je veux introduire une dernière idée, avant la conclusion, une idée qui synthétise, d'une certaine façon, tout ce que nous avons exploré. C'est la notion de ce que j'appelle l'amour post-blessure. L'amour post-blessure, c'est l'amour qui a traversé quelque chose. Pas l'amour de la naïveté première, pas l'amour du grand rêve intact, l'amour de quelqu'un qui a été touché, qui a cicatrisé, pas totalement, jamais totalement, et qui a choisi d'aimer quand même. Il y a une beauté particulière dans cet amour-là, une densité que le premier amour n'a pas, précisément parce qu'il n'a pas encore été éprouvé. Les personnes qui ont aimé après avoir été blessées
ont quelque chose dans leur façon d'aimer qui ressemble à de la précision. Elles savent ce que ça coûte. Elles choisissent malgré tout. Ce choix amour rationnel, dans le sens le plus noble du terme, n'est pas une capitulation face à la peur. C'est une réponse consciente à la peur. Une décision de ne pas laisser les cicatrices décider à la place de la personne vivante. Je ne veux pas romantiser la souffrance. La blessure n'est pas une condition du magnétisme, c'est un obstacle qu'on peut surmonter. Mais pour beaucoup de femmes qui me lisent ou qui m'écoutent, la blessure est là, elle est réelle, et la question qui leur est posée n'est pas comment faire comme si elle n'existait pas. La question est comment est-ce que j'aime avec elle, à partir d'elle, en lui donnant la juste place, sans la laisser prendre toute la place. Cette question n'a pas de réponse unique. Mais le fait de se la poser honnêtement, courageusement, est déjà le début de la réponse. Le temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui m'a traversé, moi aussi, pas dans le sens sentimental, dans le sens clinique. Ces sujets ne s'usent pas avec la répétition. Chaque fois que je les aborde dans un cabinet ou dans un espace comme celui-ci, je me retrouve frappé par la même chose. Le courage tranquille des gens qui décident de se regarder en face. Pas le courage spectaculaire des grandes décisions, le courage ordinaire de l'honnêteté intérieure, de dire ça ne va pas quand ça ne va pas, de dire je veux plus quand on veut plus, de dire je mérite quand on a passé des années à croire le contraire. Ce courage-là n'est pas donné, il se choisit, il se rechoisit tous les jours et il grandit avec la pratique. Ce voyage que nous avons fait ensemble aujourd'hui, de la blessure à la cohérence, de la peur du rejet au droit de prendre de la place, de l'invisibilité à la présence rayonnante, c'est un voyage qui ne se fait pas en 1 heure et demie. Ce que nous avons fait ici, c'est allumer la lampe, mettre des mots sur ce qui, pour beaucoup, n'en avait pas encore. Et j'ai créé Brisé par Design foi précisément pour continuer ce chemin avec toi, avec la profondeur et la structure qu'un espace comme celui-ci ne peut pas entièrement offrir. Brisé par Design foi est un e-book téléchargeable. Aujourd'hui même, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé juste en dessous. C'est un système de guérison émotionnelle structuré semaine par semaine, avec des exercices concrets issus de la pratique clinique, des vérités que personne ne t'a peut être encore dites aussi directement, et un plan de 30 jours pour commencer à te reconstruire, là où tu en es, tel que tu es, pas la version idéalisée de toi. Toi, maintenant, avec tout ce que tu portes, j'aurais aimé avoir ce guide quand j'ai commencé à comprendre ces mécanismes non pas comme thérapeute, mais comme être humain qui a lui aussi dû apprendre à distinguer les croyances acquises des valeurs authentiques. Ce n'est pas un produit, c'est ce que j'aurais voulu qu'on me tende. Le lien pour télécharger l'e-book est dans la description et dans le commentaire épinglé, c'est là à portée de main. Tu peux le trouver juste en dessous si tu veux aller plus loin. Le défi de la semaine, parce que je ne termine jamais sans quelque chose de concret à emporter, cette semaine, choisis une situation dans laquelle tu as l'habitude de te taire pour éviter la friction. Une seule. Pas la plus lourde, pas la plus chargée, une situation ordinaire dans ton quotidien. Et dis ce que tu penses vraiment. Pas brutalement, avec soin, mais complètement. Observe ce qui se passe, pas dans l'autre, dans toi. Observe ce que ça fait dans ton corps de ne pas trahir ta pensée. C'est là que tout commence. Dis-moi en commentaire comment ça s'est passé, je lis tout sérieusement. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec une femme de ton entourage qui pourrait en avoir besoin, pas parce que ça m'aide, mais parce que certaines choses méritent d'être entendues à plusieurs. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt.